Et aujourd'hui, justement, c'est un être humain que nous accueillons parmi nous. J'ai le plaisir d'accueillir Thierry Willem. Alors Thierry, tu nous fais l'amitié régulièrement d'intervenir dans nos séminaires et puis dans nos chroniques. Et aujourd'hui, on t'invite, pas tellement parce que tu as cette carrière de manager qui t'a emmené au fil des années à diriger des équipes très diverses, dans des cultures très différentes, même si ça fait partie de qui tu es et de cette capacité que tu as de te concentrer sur l'humain. Et parce que tout cela t'a amené en fait à écrire un livre qui s'appelle Pour une juste bienveillance. Et ça interroge. Est-ce que tu veux commencer 2 minutes par nous parler de qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire ce livre? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour les chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis, 10h30, en général, deux chroniques dont l'idée est de partager avec vous ce que nous vivons dans l'accompagnement de nos clients, des sujets dont nous pensons qu'ils peuvent vous être utiles dans votre vie d'entrepreneur et que vous retrouvez soit en direct, soit dans les réseaux sociaux, soit sur notre chaîne YouTube facile à trouver, Melchior, Chassagne et compagnie. Merci beaucoup, Patrick, et toute l'équipe de Melsion de me recevoir. On a une ADN en commun et c'est toujours un vrai bonheur de partager ensemble. Ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est que on a trop tendance à croire dans notre culture moderne que c'est par la force de la volonté, c'est par la force de l'exigence uniquement, par le manager commande and contrôle qu'on va faire marcher une équipe. Or, je suis convaincu, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu dans plein d'autres équipes qui réussissent, et c'est votre cas, que s'il y a une vraie bienveillance, là, on a un moteur puissant de performance. Et quand je dis une vraie bienveillance, c'est pas de la complaisance, c'est pas du bisounours, c'est la bienveillance qui embarque l'exigence. Et ça, la vie me l'a appris et j'avais envie, avec une équipe de co-auteurs, de le transmettre et d'expliquer pourquoi dans le détail. Et alors donc, aujourd'hui, dans ce que tu appelles ta troisième mi-temps, ta troisième partie de vie, tu sillonnes finalement la France, à la fois en rencontre euh, d'entrepreneurs, en rencontre de collaborateurs appelés par les entreprises, ou bien également de temps en temps de façon plus ouverte, et tu partages ça. Quelle est la première réaction que les gens ont quand tu leur parles de bienveillance? Écoute, la première réaction qu'on voit, c'est souvent de dire, bon, bah écoutez, moi, j'essaye d'être bienveillant avec les autres. Et là, je leur dis, très bien, mais arrêtons-nous un moment. Bienveillance bien ordonnée commence par soi-même. Et quand j'interviens, parce que bah, le livre s'est diffusé et de fil en aiguille, on a fait plus de 30 conférences, 7 podcasts sur le sujet. Et globalement, ce dont je m'aperçois aujourd'hui, c'est qu'il n'y a de bons managers que quand il commence à prendre soin de lui. Alors, c'est l'image classique du masque à oxygène qu'il faut d'abord mettre sur soi, mais c'est tellement plus fondamental quand on veut être dans cette valeur qui amène de la performance. Et ce qu'on explique aux personnes qu'on rencontre pour parler à eux, parce que c'est aujourd'hui prouvé, notamment par les neurosciences et par plein de grandes études qui ont été faites, c'est qu'en prenant soin de soi, on est plus performant. En prenant soin des autres aussi, en prenant soin de ce qu'on fait. Donc le livre est sur 4 axes, prendre soin de soi, des autres, du travail et de plus grand que soi. Alors pour prendre soin de soi, il y a une étude d'Harvard que j'aime beaucoup, que je vais vous raconter rapidement. On est en 1950 et les professeurs d'Harvard se posent la question de se dire quelle est la performance d'un individu. Parce qu'on parle de performance d'entreprise, mais ça commence par nous. Eh bien, c'est d'être en bonne santé et de vivre le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, si on revient à la sagesse chinoise, on entendait dire le peuple attend de l'empereur qu'il se porte bien. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour un manager dans une équipe? Qu'est-ce que les équipiers attendent? C'est que vous vous portez bien. Et vous le savez bien, parce que quand vous arrivez énervé dans l'entreprise, ça ne va pas marcher. Quand vous arrivez et que vous n'êtes plus à l'écoute parce que vous êtes débordé, ça ne va pas marcher non plus. Donc, l'important, c'est de commencer par soi. Alors, cette étude d'Harvard qui regarde la bonne santé et la longévité, elle prend 700 hommes en 1950, 4 générations de chercheurs d'Harvard, et ils recherchent en disant qu'est-ce qui apporte le bonheur, qu'est-ce qui apporte la santé. Donc, un lien direct entre le bonheur et la santé.
un lien bonheur entre le direct et la santé, et un lien direct, une corrélation très forte, certainement pas entre le succès et la santé, certainement pas entre le pouvoir et la santé, certainement pas entre tout ce qu'on veut. La seule chose qu'ils ont trouvée, mais qui est très corrélée, de ceux qui ont vécu le plus longtemps en bonne santé, c'est la qualité des liens sociaux qu'ils arrivaient à avoir créés. Kant disait, je suis le lien que je tisse. Et ça, c'est, à mon avis, le fondamental. Et dans le travail comme ailleurs, parce que le travail, c'est la vie, il n'y a pas les gens qui vous disent, mais je suis comme ça à la maison, je suis comme ça ailleurs. C'est pas vrai. On est qui on est. Et justement, c'est quand on est authentique qu'on est un bon manager, et quand on est authentique qu'on prend soin de soi, en acceptant ses vulnérabilités. Mais le lien qu'on tisse est un des facteurs les plus importants qu'il soit. Et pour tisser ce lien, il faut faire beaucoup de choses. Il faut s'occuper de soi, il faut faire du sport. On s'aperçoit qu'en faisant du sport, eh bien, les jours de moins bien, les jours où on arrive, on n'a pas la patate, on en veut à tout le monde, on travaille qu'avec des abrutis, les clients, ils comprennent rien. Ces jours-là de moins bien, pour quelqu'un qui fait du sport, c'est 35 jours en moyenne par an. Pour une personne qui ne fait pas de sport, c'est 53. Choisissez votre camp. Et là, tout de suite, on arrive sur bienveillance et exigence pour soi. Pourquoi? Parce que faire du sport, c'est une certaine exigence. Euh, Prendre soin de soi en lisant, parce que on dit toujours que les grands leaders sont des grands lecteurs, eh bien, c'est une exigence. Prendre soin à sa santé, à son recueillement, à prendre du temps pour soi, c'est une exigence. Et pourtant, c'est de la bienveillance qui vous permet de vivre plus longtemps. Et tisser des liens, et ça sera la transition par rapport à prendre soin aux autres, tisser des liens, ben, ça demande aussi une certaine exigence. Donc, il n'y a pas de bienveillance sans exigence. Si vous voulez prendre soin de vous, prenez soin des autres. Et pour prendre soin des autres, prenez soin de vous. C'est totalement interconnecté. Alors, c'est vrai on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont capables de se mettre dans le rouge à titre personnel de façon très longue, très continue, très régulière, et ils arrivent assez vite à, bah, comme tous les êtres humains, hein, à une zone de burn-out, à une zone d'épuisement, à une zone où en fait ils sont plus vraiment eux-mêmes, ils ne sont plus qu'une ombre finalement d'eux-mêmes, et ça se ressent bien sûr sur la qualité de la liaison avec leurs équipes. Parce que quand l'entrepreneur, qui est le moteur de son projet, le moteur de son entreprise, finalement, il a cette espèce d'usure prématurée, les équipes ne savent pas comment réagir. Donc toi, tu dis, ça commence par soi-même, et c'est cette première bienveillance qu'on se doit de se garder en bonne santé, de se garder dans l'équilibre, de se garder finalement des temps pour soi, pour lire, pour faire du sport, pour voir des gens, pour être curieux, pour sa culture, peut-être même pour sa spiritualité, peut-être. Mais absolument. Aujourd'hui, dans ce monde de l'immédiateté, de l'infobésité, on l'appelle comme on veut, où on est sans arrêt interrompu, le cerveau, il en prend plein la tête. Or, la spiritualité, ça peut passer par une religion, ça peut passer par de la prière, mais ça passe aussi par du recueillement, ça peut passer par, et chacun le fait à sa façon, c'est contempler une œuvre d'art si on aime l'art, c'est écouter de la musique, c'est voir un beau paysage, mais c'est se recueillir, c'est libérer ce cerveau, savoir se déconnecter. Aujourd'hui, le cerveau, et les neurosciences nous le prouvent, se détruit sur deux choses. Il se détruit sur le multitâche. Le multitâche abîme le cerveau parce qu'en réalité, on travaille en alternance de tâches. Donc, quand on en fait deux, trois en même temps, on l'abîme. Et alors que si on se dit, bah, là maintenant, je vais traiter ce dossier et on arrête de faire autre chose et on est en pleine présence dans ce qu'on fait. Donc, c'est pas la peine. Il y a une spiritualité dans le travail bien fait en profondeur. Ça me fait penser Donc, au zen, ou balayer la cour, faire la vaisselle, polir, exactement, polir le sol. C'est juste une occasion, un outil pour devenir présent à 100% à ce qu'on fait. exactement. Et la spiritualité, c'est ça, la pleine présence. Et c'est pour ça qu'il faut y accéder. Donc, je te disais, le cerveau dans le multitâche, donc on fait du monotâche, et effectivement, préparer à manger, faire des choses comme ça, si on y est vraiment et qu'on y met du cœur et qu'on y met de soi, eh bien, ça permet au cerveau de se reposer.
Deuxième chose dans laquelle il s'abîme, et ça c'est intéressant pour les entreprises, il s'abîme dans la routine. C'est-à-dire que si vous faites toujours la même chose, tu parlais de curiosité, j'adore ce mot, si vous n'êtes pas dans la curiosité, ben votre cerveau, il va s'atrophier. Et aujourd'hui, comme c'est le seul partie de l'organe humain qui ne vieillit pas, tu prends un cerveau d'un monsieur qui a 85 ans, mais qui lit énormément et qui fait énormément de choses, par rapport à un gamin de 20 ans qui passe sa vie à regarder de la télé, et ben tu t'aperçois, tu ne peux pas dater, tu ne peux pas dire celui qui est le plus évolué. Le cerveau, c'est le seul, mais il va continuer à évoluer dans le changement. Alors c'est intéressant dans ces temps de changement. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention à l'économiser, à éviter le multillage et à trouver sa spiritualité à soi. Donc, première bienveillance, prendre du temps pour soi, essayer de ne pas se mettre dans la zone rouge. Quand on y est, d'en ressortir. Et à ce moment-là, tu dis, c'est le moment où on peut commencer à aller vers l'autre, en fait. Oui, parce qu'il n'y a pas d'attention à l'autre sans attention à soi. Et je crois que très souvent, on dit, oh là là, mais ce collaborateur, je ne ferai jamais rien avec lui. Enfin, on a toujours des soucis avec les autres. Et en fait, on a tendance à déterminer les autres par le regard qu'on leur porte. C'est un peu ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Mais cet effet, je vais vous raconter une étude qui a été faite, qui est passionnante et qui m'a permis à moi de revoir ma façon dont je traitais mes collaborateurs, mes amis, enfin les gens avec qui je fréquente, les liens que j'essaye de tisser. C'est l'attention. Je parlais de porter de l'attention à soi, mais porter de l'attention à l'autre. On prend deux groupes, on prend des élèves et on les met au hasard, au sort, dans deux groupes. D'accord? Et on dit au professeur, dans un groupe, regardez, ce groupe-là, ils sont très intelligents. Ce groupe-là, c'est pas tout à fait ça. Donc vous avez les intelligents et les autres. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui se passe en entreprise, ce qui se passe dans la vie. Les professeurs qui vont croire qu'ils sont intelligents par rapport au groupe pas intelligent vont beaucoup plus s'en occuper, vont beaucoup plus être intéressés. L'exemple classique, c'est quelqu'un du groupe supposé intelligent pose une question, le professeur lui, une question incompréhensible, le professeur va dire, tu pourrais me reformuler ta question, là, j'ai pas bien compris. Le même élève du groupe dit supposé, bon, écoute, si c'est pour poser des questions comme ça, tu les gardes pour toi. C'est un classique. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est humain. Eh bien, le résultat de l'expérience, au bout de 6 à 9 mois, les élèves réputés intelligents ont des bien meilleures notes et marchent beaucoup mieux que les élèves réputés pas intelligents. Et là, c'est Goethe qui disait, si vous voulez traiter quelqu'un tel qu'il est, il le restera. Si vous traitez quelqu'un tel qu'il pourrait être, il le deviendra. Et ça, si tu veux, pour moi, c'est fondamental, cette bienveillance avec les autres, mais dans une vraie attention de l'aider à grandir. Et là, si tu fais ça, je peux t'assurer que ça va être complètement différent. Complètement différent. Et pour revenir sur bienveillance et excellence, dans le livre, on a mis une matrice où, pour faire très simple, si tu veux, bon, les consultants, ils font tous des matrices, donc nous, on a mis une petite matrice où sur un axe, on met la bienveillance, mais la bienveillance un peu ordinaire, parce que le livre, c'est la juste bienveillance, et puis sur l'autre axe, on met l'exigence. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait dans une organisation? S'il n'y a pas de bienveillance, pas d'exigence, l'entreprise, elle est pliée. Si tu as fond dans l'exigence, d'accord? Et ben là, tu prends des gens comme toi, tu crées un groupe d'individus clonés et qui connaissent parfaitement le truc, et les résultats à court terme vont être très bons. Je parle des résultats à court terme. Si tu es dans la bienveillance où, alors effectivement, tu donnes tout à tes collaborateurs, bah, pareil, court terme, qu'est-ce que c'est génial, j'ai demandé ça, je l'ai eu, j'ai demandé ça, je l'ai eu, et puis petit à petit, bah, s'il n'y a plus d'exigence, il n'y a plus de créativité. Si tu veux de la performance durable, quelle que soit l'organisation, et ça, c'est pas moi qui le dis dans le livre, on cite un amiral pour la marine, on cite un entraîneur de rugby. L'entraîneur de rugby, il dit je n'ai qu'un mot, bienveillance et exigence. Je n'ai qu'un mot, bienveillance et exigence. On ne l'a pas inventé. Sur la performance dans la durée, il faut travailler sur ces deux axes. Pour soi, bien sûr, mais pour les autres, pour les aider à grandir. Et si tu veux, j'ai parlé de l'armée, j'ai parlé, il y a quelque chose qu'on connaît quand on a des enfants, c'est la famille. Tes enfants, c'est évident que la bienveillance, elle va sans dire. Il n'y a pas un parent qui va penser à ne pas être bienveillant, on va pas essayer de tout faire pour être bienveillant, parce qu'on essaye, hein, c'est un chemin de vie. Euh,
Mais quand on les aime vraiment, on veut qu'ils puissent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est de l'exigence. D'accord? Et donc, aujourd'hui, bien, on travaille beaucoup sur la bienveillance, et c'est le troisième volet du livre où on parle de la bienveillance vis-à-vis du travail. On confond les conditions de travail aux conditions du travail. Les conditions de travail, c'est l'environnement. Vous voulez des baby-food, vous voulez des trucs. Je ne dis pas que c'est mal, c'est très bien, hein, mais c'est tout sauf suffisant. Hmm. C'est tout sauf suffisant. Donc en fait, quelque part, tu dis la responsabilité du manager, de l'entrepreneur, de celui qui a cette mission finalement d'avoir cette équipe et de l'emmener quelque part et sans laquelle il ne peut rien faire d'ailleurs au passage, il est tout seul et il n'a pas les effets de levier. Sa première obligation, c'est vis-à-vis de lui-même, d'être finalement détendu, calme, serein, posé, comprendre où il est lui-même, et ensuite de tisser du lien avec cette double qualité, bienveillance et exigence. Bon, ok. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont te dire, mais moi, bienveillant, je ne sais pas faire. Parce que finalement, ces gens-là, ils viennent, ils ont leur salaire, ils ont leur rôle. Je suis pas là pour les pouponner, je suis pas là pour les infantiliser. Je suis là pour leur donner la direction, et puis voilà. Donc, est-ce qu'il y a une typologie de gens pour qui c'est plus dur de l'exprimer dans le monde du travail, par exemple, cette bienveillance? C'est plus dur, c'est dur pour tout le monde parce qu'on nous a appris qu'il faut gagner le travail à la sueur de son front. On nous a fait croire que ça venait de Tripalium. C'est faux, je ne rentrerai pas dans le débat ici. On pourra parler de la valeur travail une autre fois. Mais globalement, c'est la culture actuelle qui fait qu'il faut être dur, il faut être dur avec soi-même. On pense que la volonté peut nous amener à tout. Mais non, c'est pas la volonté, c'est l'attention portée et l'intention qu'on a vis-à-vis des autres. Donc oui, il y a des gens qui vont moins l'exprimer, mais la nature, et là on a des expériences sur des enfants, la nature profonde humaine est bienveillante. Alors, il y en a qui vont l'exprimer et qui vont montrer de la bienveillance parce qu'ils sont extravertis, d'autres, ils vont moins l'exprimer. Mais on est tous bienveillants au plus profond de nous-mêmes. Et alors, pour le développer, il faut des choses très simples, si tu veux, parce qu'après, on me dit, oula, mais c'est compliqué. Et c'est un peu le sens de ta question, comment on fait et qui peut le faire? Tout le monde peut le faire. Petit exemple, ça se passe dans une maison de retraite. D'accord? Alors, c'est aux États-Unis, une maison de retraite d'un grand groupe de maisons de retraite. Bon, et le sujet a été malheureusement d'actualité en France. Ils décident d'une règle très très simple, la règle des 5-10. À 5 mètres d'un patient, à 5 mètres d'un aide-soignant, ça marche pour les patients et dans tous les sens, les personnes qui se rencontrent à 5 mètres se parlent. Comment allez-vous, Patrick? Et vous, vous courez pas trop aujourd'hui, c'est pas trop dur avec tout ce qui se passe dans la maison. Voilà. Ils se parlent à 5 mètres. À 10 mètres, ils sont un petit coucou. OK. On a fait une étude avec Deloitte, qu'on avait mandatée sur justement la bienveillance. 97% des personnes interrogées te disent dire merci, dire bonjour est un acte de bienveillance. D'accord? Voilà, c'est ça, 96%. Eh bien, dans cette étude qui a été faite, au bout d'un an où la règle des 5-10 était vraiment pratiquée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bienveillance égale performance. 15% de productivité en plus par rapport aux autres EHPAD du même groupe. Mmh. C'est-à-dire qu'il fallait 15% de personnel en moins pour s'occuper des malades ou pratiquer les mêmes soins ou donner des choses de plus avec un personnel égal. C'est toujours pareil. Mmh. 15%. Quel est le patron qui ne voudrait pas de 15% de productivité? Et puis derrière, la productivité, c'est bien, mais les patients, ils commencent à s'apercevoir qu'ils durent plus longtemps parce qu'on s'intéresse à eux. On est toujours dans cette attention. D'accord? Et de temps en temps, il faut forcer le geste. Donc, on met une petite règle comme ça et ça peut marcher. Mmh. Comme il faut se forcer soi-même, comme il faut avoir cette exigence Mmh. de pratiquer le 5-10. Donc, c'est à la fois de toutes petites choses, mais qui demandent quand même une pratique quotidienne et qui sont pas si évidentes. Donc on peut commencer comme ça. On peut se dire, je vais appliquer cette règle des 5-10. À 10 mètres, je fais signe à une personne, je te vois, en fait, tu existes pour moi et je sais qui tu es. À 5 mètres, je trouve quelque chose à dire, ne serait-ce que bonjour, comment ça va aujourd'hui, est-ce que tout se passe bien, est-ce que tu...
Est-ce que tu as, est-ce que tu es content? Enfin, un petit réservoir de petites phrases toutes faites quelque part, mais avec cette idée toute simple que je ne passe pas à côté d'une personne sans engager un lien avec elle personnellement quelque part, à la reconnaître en tant que personne. C'est exactement ça. Et encore une fois, tu sais, j'allais dire la bienveillance, c'est un peu comme l'amour. Pierre Réverdy disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Hmm. Ben, la bienveillance, c'est des petits actes au quotidien, si tu veux. Mais des petits actes qui, avec cet effet papillon, vont construire, si tu veux, quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé dans cette EHPAD au bout d'un an. Ils avaient construit des relations différentes. Et quelque part, si tu veux, la malade qui voyait qu'il courait partout les aides-soignants, elle les sollicitait peut-être un peu moins. Et puis les aides-soignants, ils étaient peut-être plus à l'écoute de la malade. Donc du coup, ils faisaient mieux et bien vite parce qu'ils savaient ce dont elle avait besoin, parce qu'ils Ouais, avaient communiqué. je comprends. Ok, donc on est là maintenant, on a compris, on va commencer par soi-même, on va mettre en œuvre quelque chose vis-à-vis bah, de tous les gens qu'on va croiser au cours de nos journées. Maintenant, si on prend un niveau d'analyse un petit peu plus large, celui de l'entité, l'entreprise tout entière, qu'est-ce qu'un entrepreneur peut faire pour propager, alors l'exemplarité, tu vas me dire bien sûr, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour propager cette pratique partout dans son entreprise? Alors, c'est là où on revient sur, et c'est peut-être c'est une singularité de ce livre par rapport à tous ceux que j'ai pu lire, parce qu'il y a plein de bons ouvrages hein, sur la bienveillance vis-à-vis de l'autre, sur la bienveillance vis-à-vis de soi, hein, mais on a parlé de bienveillance vis-à-vis du travail. Et vis-à-vis du travail, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de créer ce climat? Et c'est notre rôle déjà de créer le climat où les gens se sentent bien, et c'est déjà fondamental et c'est déjà de la productivité. Eh bien, c'est regarder le travail euh, pas comme les conditions de travail, pas uniquement. Donc ça, on en a parlé, c'est bien, c'est sympa, et tant mieux si on peut avoir les meilleures conditions de travail possibles, mais les conditions du travail. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là que quand je suis manager et que je confie une tâche à quelqu'un, eh bien, je vais faire en sorte qu'il puisse la mener à bout. Parce que toutes les études ont montré qu'une personne est heureuse dans son travail si elle dit, eh ben, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Il y a un bouquin qui est sorti aux États-Unis qui s'appelle Les Bullshit Jobs, les jobs de Oui, merde. on en parle D'accord. souvent. Eh bien, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, il y a plein de bullshit tasks, des tâches qui ne servent plus à grand-chose parce qu'on ne les a pas repensées, parce qu'on ne les a pas revues. Puis le gars qui fait la tâche, il dit, je sais que ça ne sert à rien, mais on m'a dit de le faire, tant pis. Donc, deux choses, c'est faire en sorte que la personne, elle ait les ressources en temps, en formation et en temps, formation et outils pour faire ce qu'on lui donne. Donc ça, c'est prendre soin du travail et donc faire en sorte que ça marche dans l'entreprise. Et deux, l'associer. L'associer, c'est-à-dire que il y a pas, tu ne peux pas travailler sur une tâche sans que les gens du terrain qui font cette tâche aient leur mot à dire. Euh, Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans tous les cas où il y a des burn-out difficiles, des entreprises où on a connu des choses comme ça, il n'y avait pas cette co-construction, il n'y avait pas cette collaboration avec les gens, c'est le principe qu'on appelle de subsidiarité, faire hmm. en sorte que les décisions se prennent le plus près possible de là où elles sont faites. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, et que j'aime beaucoup parce que j'aime bien la contredire, ben, je vais te poser la question. Si je te dis la confiance n'empêche pas le. Eh ben oui, pratiquement, on va dire le contrôle. Et c'est cette Exactement. vieille notion de command and control qui est le Et, rêve du management militaire quelque part. exactement. Et tu sais d'où elle vient, cette phrase. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a recherché. Et elle vient la première fois qu'elle a été écrite dans un ouvrage, le manifeste du Parti communiste de Lénine. Ah. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ça la démocratie la plus grande. Or, je veux dire, aujourd'hui, je ne sais plus, Churchill disait, tous les systèmes il y La a vraiment que la démocratie démocratie. est le pire des Ouais, systèmes à l'exclusion de tous les autres. voilà, et je ne retrouvais pas, merci Patrick, tu vois qu'on a le même ADN. Et donc, c'est vrai en entreprise aussi. Et la démocratie, c'est de dire au gars qui fait la tâche, comment tu la ferais mieux. Et s'il te le dit, si tu veux, il va, le faire mieux, ça va être plus productif. Et c'est ça la bienveillance. Hmm. Et puis derrière, la bienveillance, c'est la possibilité de parler, l'accord sur les désaccords.
C'est qu'à un moment donné, on peut ne pas être d'accord, mais on dit, je respecte votre point de vue. Et là aussi, si tu veux des collaborateurs qui ne soient pas frustrés, qui n'aient pas de maladie, etc., eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut écouter, porter attention, on y revient. Génial. Alors, écoute, on pourrait en parler pendant des heures, mais il faut qu'on arrive à une espèce de conclusion, puis il faut que les gens lisent le livre. Alors, tu as la gentillesse d'ailleurs de l'offrir à tous les auditeurs de cette chronique, donc on le mettra en lien lorsqu'on publiera la, la chronique sur les réseaux sociaux et puis sur notre chaîne YouTube. Mais du coup, la dernière partie me questionne. Donc, comment tu mets en pratique donc, ton quatrième niveau quand tu dis, bon, alors pour un, il faut être bienveillant vis-à-vis du travail, bienveillant vis-à-vis de soi, bienveillant vis-à-vis des autres, et puis bienveillant envers plus grand que soi. Et là, donc, tu t'élargis un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à cette transcendance ou à cette Alors, envie de transcendance? Ross, tu sais, c'est pas une envie de transcendance, c'est la demande des jeunes aujourd'hui. À Harvard, après la crise financière, les jeunes étudiants sont allés voir le président de l'université, ont dit, nous, on veut prêter serment. Pourquoi prêter serment? Clairement, vous êtes juriste, vous êtes médecin, vous prêtez serment. Nous, on va prêter serment que quand on va sortir un produit financier, ça ne va pas être du subprime, parce qu'on est responsable de l'économie et on ne veut pas mettre des milliers de nos concitoyens à la rue parce qu'ils ne peuvent plus payer leur maison. Tu vois, donc il y a une prise de conscience aujourd'hui que dans l'entreprise, si on ne s'occupe pas du social et de l'environnemental, on n'a pas fait le job. Et alors là, il y a des études, autant, j'en donne dans le livre bien sûr, mais toutes les études qui sortent depuis que le livre est sorti disent, je n'irai pas travailler pour une entreprise qui ne pense pas à la planète et qui ne pense pas à l'homme. Et où je vais en partir. Donc, si tu veux, c'est pour ça que prendre soin de plus grand que soi, et c'est le social et l'environnemental, c'est un appel des jeunes générations, et je les félicite pour ça, parce qu'il y a un vrai mouvement, et l'entreprise qui sait montrer ça, du coup, devient dans un cercle vertueux où ça devient une entreprise à mission. Ça devient une entreprise. Et il y a un très beau livre qui est sorti après le nôtre, qui s'appelle Manager une affaire de cœur, du Bergely. Ben, c'est une entreprise qui a du cœur. Une entreprise qui a du cœur, elle réussit. Donc, en conclusion, je vais vous laisser sur cette phrase que je ne sais pas si je l'ai déjà citée, mais euh, c'est pas, puisqu'on parle de cœur, ce n'est pas le succès qui fait le bonheur, c'est le bonheur qui fait le succès. Donc il ne faut pas se tromper, il faut prendre soin de soi, des autres, de plus grand que soi, du travail. Et là, on va avoir des gains de productivité, on va avoir des performances complètement dingues. Il y a plein de chiffres dans le livre, notamment sur l'intégration de la différence. Mais ce n'est pas le succès qui fait le bonheur, c'est le bonheur ce qui fait le succès. Donc merci de m'avoir accordé 20 minutes de bonheur parce que c'était une joie pour moi de te parler. Écoute, c'est réciproque. Merci Thierry. Alors, je vais partager l'information sur le livre. Pendant ce temps-là, préparez vos questions pour Thierry parce qu'on ne va pas quand même le laisser partir sans le titiller un petit peu. Il y a là beaucoup d'associés médecins qui vont soit commenter, soit questionner. Donc voilà, la juste bienveillance. Vous pourrez retrouver donc ce livre gratuitement dans sa version électronique ou vous pouvez l'acquérir si vous voulez la version papier dans votre bibliothèque. J'imagine qu'on peut recommander l'offrir, ce livre, à ses collaborateurs Bien sûr. et le laisser traîner sur sa table de bureau pour que les gens se questionnent un petit peu sur cette juste bienveillance. Qui veut poser une première question à Thierry? Moi, j'ai une première question. Oui, Damien. Alors, j'espère que c'est pas une question rhétorique. Euh, Il y a, alors, bon, d'abord, je suis tout à fait en phase avec la bienveillance, mais j'essaye de rentrer dans la mise en œuvre. Est-ce que la façon de la visualiser, et étant donné que la bienveillance, c'est à une approche multidimensionnelle, est-ce que la façon de la visualiser, c'est de se dire, il faut commencer par soi, ensuite par ses proches, ensuite par ses moins proches, et ensuite par les lointains. Donc ça, c'est une façon de voir. Une autre façon de voir, c'est surtout ne pas segmenter, puisque en fait, la bienveillance est un état d'esprit plutôt qu'un état d'action. Et la troisième approche pourrait être, OK, euh, y a plusieurs dimensions, le travail, la famille, et donc on va dire,
On va s'accorder de l'attention sur une des dimensions et ensuite passer à l'autre et ensuite passer à l'autre. Donc j'essaie de comprendre, à la fois pour moi, mais j'espère aussi pour ceux qui nous écoutent, quelle est la bonne approche pour commencer à être de plus en plus bienveillant chaque jour. Alors, tout de suite, là où je peux te répondre, où je m'inscris plutôt en faux, c'est que si tu cloisonnes en disant bah, je vais être bienveillant avec ma famille, puis après je serai bienveillant avec les autres, ou je vais être bienveillant avec mon collaborateur, puis demain je serai bienveillant avec mon patron, ça ne marche pas. Parce que c'est une négation de la bienveillance. C'est-à-dire que si tu pars pas sur le principe que tu y crois et que ça va marcher, si tu y crois et que ça va marcher, tu essayes de l'appliquer un peu partout. Et pour te dire une idée, si on l'applique par compartiment, par cloison, ça revient à diviser. Or, la bienveillance, c'est le contraire. Diviser, le diable, le diabolo, ça veut dire diviser. D'accord. Or, la bienveillance, c'est rassembler. D'accord. Donc, et déjà se rassembler soi-même pour être le plus authentique possible et s'accepter tel que l'on est, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Donc, la réponse, c'est commencer par les uns et pas par les autres, ça marche pas. C'est essayer de se faire un état d'esprit et après, les petits gestes et les petits trucs, parce qu'effectivement, ça demande de l'exigence et quand on commence à vouloir être exigeant vis-à-vis de soi-même et être exigeant vis-à-vis de sa bienveillance, eh bien, on y va par petites étapes. Donc, on dit aujourd'hui, quand je suis rentré chez moi, est-ce que le bonjour que j'ai dit ou le merci est un vrai bonjour et un vrai merci? C'est-à-dire que, on le sait bien, on peut dire merci. La bienveillance, le sourire, par exemple, est un acte de bienveillance. Pourquoi? Parce que c'est un acte qui permet de vivre plus longtemps. On s'aperçoit que les gens qui sourient, il y a une belle étude dont je parle dans le livre, qui montre que les gens qui sourient étant jeunes vivent plus longtemps. Donc, petits actes, sourire, dire bonjour, dire merci, apporter un petit quelque chose, écouter l'autre, c'est vrai partout. C'est à la fois simple et à la fois exigeant, mais c'est la vie. J'espère avoir à peu près répondu. Merci Je t'en prie, et, Damien. et merci de ta bienveillance. J'essaye. On essaye tous, on essaye tous. Quelqu'un d'autre? Une question pour Thierry. Moi, j'en ai une qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Lancée, Vas-y, c'est Patrick, je celle. poserai une question après. Vas-y, ou Corinne, vas-y. Et puis, Non, vas-y, Patrick, si ça te trotte dans la eh tête ben, depuis c'est tout la à l'heure, je liaison peux pas entre laisser passer. la bienveillance et l'exigence. Alors, j'aime bien quand tu dis, bah, c'est exigeant d'être bienveillant parce qu'il faut y penser, il faut le faire, il faut s'astreindre. C'est comme le sport. On n'a pas forcément envie d'aller faire du sport quand il fait pas beau. Mais enfin, bon, comme disait Nike, c'est la nuit, quand il pleut, sous le lampadaire, quand tu verras celui qui t'applaudit quand tu passes en courant, eh ben, c'est nous. C'est nous, Nike. Nous, on est là sous le lampadaire en train de dire, vas-y, mon gars, just do it. Et c'était vraiment très, très drôle. Donc, ok, mais l'exigence vis-à-vis des autres. On vit dans un univers où aujourd'hui, tu as tout un tas de gens qui te disent, non, mais attendez, moi je connais mon métier, laissez-moi faire, j'ai pas besoin qu'on vienne m'enquiquiner, ou voire même, tu te retrouves avec des gens qui ne connaissent pas leur métier, mais qui pensent qu'ils le connaissent, et quelque part qui prennent très mal l'envie de l'exigence, l'envie qu'on leur dise, bah vas-y, fais comme ça, s'il te plaît, parce que comme ça, c'est la bonne méthode. Donc, comment tu lis cette bienveillance et cette exigence? Tu sais, je crois il faut avoir le courage de dire quand ça va pas. Alors après, il faut faire très attention. C'est-à-dire que si le gars, tout ce qu'il fait, il va pas, ça veut peut-être dire qu'il n'a pas sa place. Mais s'il a fait un truc qui va pas et que tu lui as dit la bonne alchimie pour que ça marche, l'exigence, c'est les techniques du feedback. Il faut 3 à 5 feedbacks positifs pour un feedback d'amélioration. Donc là, être exigeant, c'est demander de l'amélioration. C'est dire, écoute, là, ce que tu as fait là, je suis désolé, mais ce n'est pas au niveau de ce qu'on est en droit d'attendre. Et tu lui montres pourquoi et tu lui expliques. Alors, il n'est pas content, il n'est pas content. Mais tu crois que quand tu joues au foot et qu'à la mi-temps, on s'est pris une débâcle, le gars, il va te dire, tu sais, c'est pas bien. Hein. Non, il va te passer une vraie volée. Mais être vis-à-vis de tes enfants, c'est pareil. Il y a des moments, tu vas te mettre une vraie colère et tu leur expliqueras, bon, est-ce que se mettre en colère, c'est très bien? Non, mais là, tu as dépassé les limites et tu leur expliques. Et
pareil vis-à-vis de toi-même. Des fois, tu te dis, putain, j'étais nul sur ce truc-là, et tu te fous une grosse baffe derrière la tête. C'est ça l'exigence. Il ne faut pas avoir honte de ça, si tu veux. Parce qu'il y va de la santé mentale des gens et il y va de la vie de l'entreprise. Oui, c'est ça le point intéressant, c'est que ça peut être vécu comme une mauvaise nouvelle en premier abord. On me demande plus, on me demande mieux, etc. Mais en réalité, c'est dans cet esprit de faire grandir les gens. Ouais. Et de maintenir l'emploi aussi au sens large, si tu veux, parce qu'il y a un moment donné où ce que je disais sur l'individu, c'est être en bonne santé le plus longtemps possible, c'est vrai pour toute organisation, être en bonne santé financière pour une entreprise le plus longtemps possible. Donc s'il y a des gars qui ne jouent pas comme il faut pour que ça donne satisfaction aux clients, etc., il ben, faut leur dire. Et puis tu sais, tu as des outils pour faire la comparaison. Moi j'aime bien le carton jaune et le carton rouge aussi. Bon, je rigolais avec certains collaborateurs en disant, oh les gars, là c'est carton jaune, monsieur. Parce qu'il y a des choses qu'on peut dire ou pas dire. J'ai rarement mis de carton rouge, mais j'en ai mis, c'est le job. Maintenant, tu arrêtes. Et puis j'ai viré des collaborateurs. Parce que le gars qui crache dans la soupe et qui fait pas bien son boulot, il n'a pas sa place, il n'a pas les mêmes valeurs, il n'a pas les mêmes trucs qu'il aille ailleurs. C'est de la bienveillance pour le reste de l'équipe. D'accord? C'est important. Et donc, évidemment, bah, ça commence par être exigeant vis-à-vis de soi-même, parce que si jamais tu es pas exigeant vis-à-vis de toi-même et que tu demandes aux autres de faire le job, ça marche pas. L'exemplarité, c'est la, la, une- C'est la clé. la clé. Ouais. Je te vole le terme, mais l'exemplarité est la clé de la bienveillance. Et puis c'est la clé du management. Mm, mm, mm. Merci Thierry. Une question, Corinne. Alors moi, je voulais en fait rebondir sur quelque chose, c'est qu'au sein d'un tiers-lieu qui s'appelle la Maison de la Conversation, je suis en train de mettre en place avec une équipe des formations sur la conversation active, enfin sur la conversation en fait. Et en fait, là, notre premier module sur ce sujet avait une partie qui était consacrée à l'écoute active, de communication non violente, etc. Et en fait, il y a des personnes qui étaient très étonnées enfin, qui nous ont dit, parce qu'ils ne connaissaient pas forcément le sujet, qu'ils étaient étonnés que dans une formation sur la conversation, on parle de l'écoute. Mais pour moi, ça va ensemble, en fait. C'est l'écoute, la bienveillance, c'est une sorte de sens, enfin, de choses qui sont très liées. Et ça va très conforter quand je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai entendu dire que justement, il fallait aussi écouter les gens et pouvoir rebondir sur ce qu'ils disaient et ne pas simplement avoir trois phrases en tête et placer ces trois phrases parce qu'on s'est dit qu'il fallait parler avec ses collaborateurs, quoi. Et donc, j'étais Ouais, très contente. Corinne, on est totalement alignés et tu verras que dans le livre, j'ai mis une place importante à la communication en disant que c'est clé, à l'écoute, que c'est clé. Et l'avantage du livre électronique, c'est que, parce que moi, dans ce livre, j'ai rien inventé, j'ai repris ce que la vie m'a offert et ce que j'ai appris des autres. Hein. Donc, je cite beaucoup les autres, hein, que ce soit des philosophes, aux gens qui ont écrit des choses très pertinentes. Et sur la communication, et l'avantage d'avoir un livre électronique, c'est que tu peux mettre des liens. Et donc, tu verras, il y a les vidéos que tu dois connaître sur la CNV. Ouais. Parce qu'on ne peut pas parler de bienveillance absolument sans parler de communication non violente. Donc effectivement, j'y réfère beaucoup parce que c'est la base. La base, c'est l'ouverture, l'écoute. Le contraire de la division. J'ai hâte de le lire. Merci Alors, beaucoup. moi aussi, j'ai envie d'applaudir à deux mains et j'ai envie de rajouter un mot, mais en fait, il va relier les deux. C'est une des choses sur lesquelles je travaille le plus en ce moment avec différents entrepreneurs, on va dire, qui s'oublient dans la gestion de leur énergie, notamment vis-à-vis des prospects. Et tu n'as pas évoqué le sujet, mais je pense qu'il y a une vraie piste à cet endroit-là. Euh, j'ai envie de rajouter le mot de réciprocité. Dans la bienveillance qu'on doit avoir vis-à-vis de soi, il y a un truc absolument indispensable dans tous ces gens qui nous sollicitent, que ce soit pour du réseau, que ce soit pour une collaboration, ou tous ces gens qui nous traitent comme des fournisseurs potentiels. Je vais prendre un exemple totalement caricatural. Je suis dans une start-up, j'essaye de développer mon chiffre d'affaires avec un grand groupe, et je cours, il ne se passe jamais rien. Il n'y a pas de réciprocité. Je pense que bienveillance et exigence, là, s'unissent pour donner une boussole dès lors que les efforts ne sont pas réciproques. Dès lors qu'il n'y a pas d'engagement réciproque, c'est mort. Il faut lâcher pour pas s'épuiser, il faut lâcher pour pas perdre de temps.
et tout le monde va rire autour de la table, mais c'est quand même un des points essentiels de l'effectuation. On rentre en discussion, en collaboration dès lors que l'autre s'engage. S'il ne s'engage pas, on n'est pas dans une collaboration. Voilà, c'était juste une bafouille, mais je trouve que tes deux mots sont importants et que réciprocité se met très logiquement et très naturellement au milieu. Euh, c'est fondamental. Et là, on y fait écho dans le livre en parlant de le don et du contre-don. Et il y a quelque chose que je ne dis pas dans le livre, si vous me laissez 2 minutes, Je t'en prie. ça m'a frappé récemment. J'ai vu une étude, pour revenir à ce que tu dis, sur les gens qui donnent, c'est les givers. Et puis, donc, il y a les givers, il y a ceux qui ne donnent pas, les takers, et puis il y a ceux qui sont un peu entre les deux, qui donnent quand ils ont envie, puis si on leur donne trois, ils donnent un, enfin bon, ok. Et on a étudié aux États-Unis aussi, dans des organisations où se situent les givers, les takers et les autres en termes de performance. Parce qu'encore une fois, ce qui m'importe, c'est comment aider les entreprises à être plus performantes. Eh bien, il s'avère, figurez-vous, que, comme on le pense, il y a bien plus qu'une proportionnalité de givers dans les top performers. Okay, dans les gens du milieu, la moyenne, eh bien, il y en a moins. Donc, il y a bien plus de takers en proportion de la population. Et curieusement, et ça c'est très curieux, dans la population des low performers, il y a aussi plus que proportionnellement des givers. Alors là, quand vous voyez ça, vous dites, mon Dieu, mince alors, Mmh. si je suis quelqu'un qui donne, je peux être top performant, etc. Et puis, mais si je veux être tranquille dans la moyenne, il ne faut pas que je donne trop. Pas du tout, pas du tout. C'est que quand on l'étude et creusée, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont dans la tête par rapport à ceux qui sont en bas, eh bien, c'est la bienveillance, ce que j'appelle la bienveillance vis-à-vis de soi. Les givers qui sont en bas, c'est ceux qui donnent, qui donnent, qui donnent aux autres, mais qui s'oublient et qui s'usent. Et qui, s'usant à force de donner aux autres, ne prennent plus soin d'eux, ne changent pas, n'évoluent pas, n'ont plus de curiosité. Ils donnent, ils donnent, ils donnent. OK. OK. Alors que ceux qui sont en haut, c'est des givers qui vont avoir la bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes, telle qu'on l'a définie tout à l'heure avec Patrick, en parlant notamment de spiritualité, d'intellect, de sport, de relations. D'accord. Donc ça, c'est vachement intéressant, cette idée de don, de contre-don. J'adore la réciprocité, et, mais si on est giver, effectivement, il faut aussi prendre soin de soi, avant tout. Formidable. Je rappelle ce livre que nous vous recommandons chez Melsion. Si vous êtes un entrepreneur, que vous tombez sur cette chronique et que vous avez envie d'aller plus loin, la juste bienveillance pour une entreprise alignée, performante, comment équilibrer bienveillance et exigence, comment, on en a parlé longuement, être d'abord bienveillant vis-à-vis de soi-même, puis bienveillant vis-à-vis des autres. Thierry, merci infiniment pour ce partage et on pourrait rester encore des heures à échanger. Tu as une invitation permanente aux chroniques Mission et à nos séminaires, tu le sais. Je me réjouis de nos prochaines conversations et nous te souhaitons et nous vous souhaitons à tous un bon week-end qui ne peut se concevoir que sans aller regarder quelques-unes des chroniques Mission sur la chaîne YouTube, bien entendu.